Il est 13h, voici les titres. À Ouagadougou, 48 heures après les manifestations de plusieurs organisations de la société civile pour demander le départ du chef de l'État, l'heure est au bilan. Les dégâts de cette manifestation jugée illégale déçoivent le maire de Ouagadougou. Compte rendu du point de presse dans la suite de ce journal. Enfants en situation de rue, le ministère en charge de la solidarité nationale, réception des infrastructures réalisées par le Fonds Enfants et Jeunes phase 6 au profit de ces derniers. Des réalisations rendues possibles grâce à l'aide de la coopération allemande. En Éthiopie, l'athlète Haïlé Gebrselassie affirme être prêt à aller au front face à l'avancée des rebelles tigréens. La star éthiopienne met en avant son expérience au sein des forces de police d'Éthiopie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle session de l'information. Comme je vous le disais en titre, bilan 48 heures après les manifestations de plusieurs organisations de la société civile pour demander le départ du président du Faso. Les conséquences sont énormes à la direction de l'état civil de la mairie centrale. Constat fait ce lundi par la direction de l'état de la mairie et les hommes de médias. Le maire Armand Bewandé dit regretter de telles destructions de biens publics et lance un appel à la population à rester lucide, digne et surtout soudée face à l'ennemi commun. Reportage avec Serge Kaboré. Voici ce qui reste de la direction de la protection et de l'état civil de la commune de Ouagadougou. Chaises détruites, vitres brisées, ordinateurs endommagés, matériel bureautique pillé et brûlé. Ce sont là les conséquences des manifestations organisées samedi dernier par des organisations de la société civile dans la capitale burkinabé. Ce bâtiment de l'état civil, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, avait récemment été rénové à plusieurs dizaines de millions par la mairie centrale. S'en prendre à l'hôtel de ville, puis au bâtiment de l'état civil, saccager et détruire la quasi-totalité des archives, n'est pas la bonne réponse dans la lutte contre le terrorisme. Les actes de destruction perpétrés au niveau de la mairie de Ouagadougou sont simplement inacceptables. Et ce vandalisme, finalement, vient beaucoup plus nuire à nous-mêmes, car ce sont les papiers d'état civil de nombreuses familles d'identité qui sont détruits. À ce stade, plusieurs acteurs de ces actes de vandalisme ont été clairement identifiés par les caméras de surveillance selon le maire central. En plus d'eux, certains leaders politiques mêlés à la manifestation seront poursuivis. Qu'on reconnaît, surtout les chefs de partis politiques, qui ont déclaré clairement qu'ils supportaient cette marche. Et également aux organisations qui ont donné des conférences de presse pour dire que c'est eux qui appellent à manifester. Donc c'est eux qui vont payer les casses. Parce que c'est eux qui ont appelé les gens à sortir sans prendre les dispositions pour que les gens sortent d'une manière, ordonnée et disciplinée. Pour ce qui est du recours des forces de l'ordre afin de disperser les manifestants, Armand Bewandé s'explique. Face à la montée des réseaux sociaux qui incitaient les gens à sortir pour marcher, nous avons cru bon de faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire avertir les forces de défense et de sécurité intérieure de prendre les dispositions pour que s'il y a une marche qui se passe, qu'on puisse préserver le bien, préserver les personnes et leurs biens. Si c'était à recommencer, je ferais exactement la même chose. Quant à la présence des groupes d'autodéfense Koglo-Ouego pendant les manifestations, le maire central n'y voit aucun inconvénient. Vous savez que les Koglo-Ouego, ce sont des entités organisées et autonomes. C'est comme, pour moi, c'est comme les vigiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens font recours à eux pour pouvoir faire régner l'ordre. Si je sais que mon domicile risque d'être attaqué et que toutes les forces de l'ordre sont prises pour la défense de la cité contre le terrorisme et du pays contre le terrorisme, qu'on fasse appel à d'autres formes d'organisation pour préserver nos biens, je pense que ça ne fait du mal à personne. À noter que des dispositions ont par ailleurs été prises par la mairie centrale afin d'assurer la continuité des services de la protection et de l'état civil. Les documents d'état civil sont donc toujours délivrés à la mairie centrale.
Toujours dans le cadre de ce point de presse, nous avons pu recueillir la réaction du maire de Ouagadougou, Armand Bewandé, face aux dires des organisateurs de la marche du 27 novembre dernier. Ces derniers ont déclaré s'être heurtés au refus de la mairie centrale de recevoir leur demande d'autorisation. Déclaration niée par le maire de la commune de Ouagadougou. Je vous propose d'écouter sa version des faits. Et 2 individus qui sont venus comme ça, avec une feuille simple, pour déposer une demande, soi-disant pour manifester le samedi. Et le responsable du courrier ayant fait appel à son chef, lui a fait remarquer à ces personnes que leur demande n'était pas recevable parce qu'incomplète. Incomplète de quoi? 1, il n'y avait pas le nom et l'adresse des gens qui demandent. 2, il manquait les pièces d'identité de ceux qui demandent, comme l'exige la loi. Et 3, il leur a été dit, mais si c'est pour manifester samedi, nous sommes jeudi, il est 14h, vous êtes forclos. Parce que la loi dit, il faut déposer, il faut, pas la demande, c'est un abus de langage, il faut déclarer la manifestation au moins 72 heures avant. Ils se sont emportés, ils ont proféré des injures aux agents du courrier qui étaient là, et ils sont partis. L'huissier de justice a consigné sur un procès verbal ce qu'il a constaté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis, puisque c'est eux qui ont requis l'huissier. Ce sont les organisateurs, les 10 organisateurs qui ont requis l'huissier. Donc c'était à ces organisateurs que l'huissier devait produire le procès verbal pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et quand ils ont pris le procès verbal, ils ont pris le soin de ne publier que la première page. Autre point de presse en rapport avec cette marche du 27 novembre dernier. Le mouvement Sauvons le Burkina Faso a fait le point sur l'étendue du territoire. En fin de compte, une marche qui s'est soldée par des saccages, des blessés et des incompréhensions. Les détails de cette conférence de presse tenue hier dans ce reportage de Fatimata Nikema. 312 personnes blessées à Ouagadougou, 11 à Bobo-Dioulasso, dégradation du bitume et saccage à la mairie centrale et au siège du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Tel est le bilan qu'a dressé le mouvement Sauvons le Burkina Faso ce 29 novembre face aux hommes et femmes de médias. Des désagréments que les conférenciers mettent sur le dos des éléments de la compagnie républicaine de sécurité CRS qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants sans raison selon eux. Je ne sais pas si il leur a été dit que les gendarmes là étaient en train de discuter, de chanter l'hymne national avec les manifestants. À notre grande surprise, on ne sait pas d'où sont venus ces policiers-là. Ils ont débouché et à distance déjà, à pratiquement 300-400 mètres, ils ont commencé à lancer le gaz lacrymogène sur les manifestants qui étaient arrêtés sur le goudron pacifiquement, qui échangeaient, qui bavadaient entre eux. Donc, cette répression de la police a envoyé les manifestants à se disperser dans les différents 6 mètres du quartier. Une intervention des forces de l'ordre qui explique pourquoi la marche a échappé à leur contrôle se plaignent les organisateurs. En dépit des débordements qui ont été constatés, ces derniers se félicitent de la mobilisation dans les différentes villes du Burkina Faso et disent être reconnaissants envers les manifestants qui sont sortis nombreux à l'appel de la coalition du 27 novembre. Un mouvement qui d'ailleurs n'existe plus selon les responsables du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Ils formaient cette coalition avec d'autres grands mouvements qui ont trahi la lutte à la dernière minute selon le secrétaire chargé de la communication du mouvement. Cette coalition-là a atteint son objectif. Il faut dire que nous avons appris que certaines organisations qui avaient composé cette coalition-là avec nous font partie de ceux qui auraient reçu de l'argent avec des hommes politiques. Donc, nous pour garder notre honneur soft, nous sommes obligés de mettre fin à cette coalition-là. Donc, cette coalition-là, dites-vous qu'en ce qui nous concerne, c'est terminé. C'est terminé. Nous n'allons pas nous laisser salir par d'autres organisations qui prêtent
le flanc au jeu des hommes politiques pendant que nous ne nous inscrivons pas dans cette dynamique-là. Ils ne s'inscrivent pas dans cette dynamique et disent s'assumer jusqu'au bout et prêts à répondre devant les juridictions s'ils venaient à être interpellés. Chose qui n'a pas tardé, car au sorti de cette conférence de presse, le secrétaire exécutif national du mouvement a été interpellé. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience dans la matinée de ce 29 novembre à Kossiam la vice-présidente aux opérations du Millennium Challenge Corporation. Il était question lors de cet entretien des investissements qui seront réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du second compact. Dans la même matinée, le chef de l'État a également reçu la visite du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Reportage avec Sanata Serré. La vice-présidente des opérations du Millennium Challenge Corporation en entretien avec le président du Faso, Fatma Soumadi, venue échanger avec le chef de l'État sur les investissements faits par les États-Unis dans le cadre du second compact avec le Burkina Faso. Les échanges ont également porté sur les possibilités d'élaborer un compact régional et des investissements nécessaires en accroissant les capacités de production du pays avec les pays voisins. Et cette dernière de rappeler que les projets majeurs qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce second compact vont permettre d'améliorer l'accès à l'énergie des populations. Le MCC et le Burkina Faso, le gouvernement de Burkina Faso bénéficient d'une relation et un partenariat solide et nous continuons de travailler ensemble pour la mise en œuvre réussie du compact en nous focalisant sur le développement économique et trouver des solutions aux problèmes que rencontre l'économie et la croissance économique au Burkina Faso. Les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce compact vont permettre d'améliorer l'infrastructure dans le secteur de l'énergie, trouver des solutions également aux problèmes de production et renforcer les capacités de production d'énergie et réduire également la trop grande dépendance vis-à-vis des types d'énergie utilisés jusqu'à présent. Je suis très reconnaissante pour la rencontre avec le président du Burkina Faso aujourd'hui et son leadership continu pour la mise en œuvre de ce compact. Le second compact d'une durée de 5 ans est financé à hauteur de 275 milliards de francs CFA. Dans la même matinée, le chef de l'État s'est entretenu avec la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Avec elle, il était question du nouveau bureau national pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Nous sommes très ravis d'être ici au Burkina Faso. C'est ma première visite en tant que haute-commissaire aux droits de l'homme. Nous connaissons les défis particuliers que vous connaissez, notamment en termes de sécurité au Burkina. Et nous, en tant que les Nations Unies, nous cherchons à venir en aide. Nous sommes venus ici avec l'accord du gouvernement suite à l'ouverture de notre bureau. Nous sommes venus ici pour soutenir les différents efforts des Burkinabés. Merci beaucoup. Au cours de son séjour au Burkina Faso, Michelle Bachelet prévoit des échanges avec les membres du gouvernement, la Commission nationale des droits humains, l'équipe des Nations Unies présente au Burkina Faso, le corps diplomatique et une visite terrain. Suite du procès de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. À la barre hier, Philippe Ouedraogo du Parti africain de l'indépendance, membre du Conseil national de la Révolution. À sa suite, l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, à l'époque, Ernest Ouedraogo, dont la déposition était très attendue par le tribunal. Mais contre toute attente, ce dernier s'est montré réservé, laissant toutes les parties sur leur soif. Compte rendu avec Michael Tougri. En ce qui concerne le mode de fonctionnement et la manière de répondre de Monsieur Ouedraogo Ngoma Ernest, oui, on est un petit peu frustré de voir comment c'est difficile de lui arracher des mots simples, qui est de savoir quel était le fonctionnement. Au moins, ce qu'on a pu obtenir de lui aujourd'hui, c'est bien la confirmation que quand même il y avait une crise dont il était témoin, même si ça a eu du mal à sortir. On a aussi la confirmation de ce que d'autres témoins ont dit, à savoir que Sankara était au courant des menaces qui pesaient contre lui et avait toujours dit qu'il était hors de question que lui soit à l'origine d'un bain de sang. Donc ça, c'est une autre confirmation. Après, le troisième point qu'on a, c'est qu'on sait qu'il a été détenu pendant 1 an à la gendarmerie et ensuite au Conseil de l'Entente, et il a confirmé aujourd'hui. C'est très dommage que plus de 30 ans après les faits, alors que les familles sont en attente de la manifestation de la vérité, que des gens qui étaient aux premières loges soient si timides, si réservés dans la manière de dire les choses, alors que c'est tellement simple d'arriver à dire les choses pour la manifestation de la vérité.
dans une enceinte de justice plutôt que simplement dans la presse comme il avait pu le faire par le passé. Donc oui, frustration, mais en même temps ça n'empêche pas que les choses se montent petit à petit et que heureusement il y a d'autres témoins qui sont un peu plus collaboratifs. C'est une période douloureuse qu'il a du mal à peut-être constater sa propre impuissance au moment des faits, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'expliquer ce manque de coopération alors que il était quand même au ministère de l'Intérieur, de la Sûreté, et que les informations que, par exemple, Pousseni Compaoré a eues, lui aussi les avait. C'était tellement simple de le dire. Mais c'est frustrant, je vous l'accorde. Inauguration des infrastructures réalisées par le Fonds Enfants et Jeunes phase 6. La ministre en charge de la solidarité nationale, en collaboration avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, ont procédé hier à l'inauguration de ces nouvelles infrastructures. Ces réalisations sont offertes dans le but d'améliorer les conditions de vie des enfants des centres de réinsertion sociale de Somgandé et de Gampela. L'ensemble de ces réalisations a été évalué à plus de 248 millions de francs CFA. Mamie Kamabou nous en dit plus. À la date du 30 septembre 2021, 2793 enfants ont été retirés de la rue, essentiellement dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Malgré ces opérations de retrait d'enfants, la situation n'a pas connu une décélération et cela nécessite une prise en charge adéquate. C'est la raison pour laquelle le projet Fonds Enfants et Jeunes sur un cofinancement de l'État burkinabé et la coopération allemande s'est engagé à soutenir le département de Marie-Laurence Ilboudo à travers la réalisation et l'équipement d'infrastructures dans les centres d'accueil des enfants à Somgandé et également à Gampela. Ceci vise à accroître l'offre d'accueil des enfants en difficulté. Ces infrastructures qui nous sont ouvertes aujourd'hui par la République fédérale d'Allemagne, c'est vraiment une bouffée d'oxygène pour ces enfants, vous avez vu, parce que l'espace qui nous accueille aujourd'hui sert de stabilisation des enfants, parce que quand ils viennent dans la rue, ils sont perturbés, donc nous avons besoin de les stabiliser avant soit de les remettre à leur famille, soit de les encadrer pour une formation professionnelle ou la scolarisation ou la rescolarisation, parce que nous avons vu des enfants déscolarisés. Donc aujourd'hui, vous avez vu que ce sont des conditions qui vont permettre à ces enfants d'être ouverts à notre accompagnement, parce que cet accompagnement se fait sur la base du volontariat. Pour le centre de Somgandé, les réalisations sont composées d'un dortoir, d'un réfectoire, d'une buanderie et 2 blocs de latrines. En plus des infrastructures, des équipements complémentaires ont été apportés aux ateliers de formation, notamment la menuiserie métallique et celle en bois, la vannerie, la mécanique de roues et la couture. Ce que vous voyez aujourd'hui ici montre que le droit d'enfant, c'est pas quelque chose abstrait ou intellectuel, mais quelque chose de très très concret. Parce que ce que nous avons réalisé ici, avec l'appui du Fonds des enfants et des jeunes, c'est une chose très concrète. Le droit d'enfant, c'est de donner l'abri aux enfants, c'est de donner de nourriture, de donner de l'éducation. Et tout ça se fasse ici, avec l'appui de la République fédérale d'Allemagne. Donc c'est un engagement très concret de l'Allemagne en faveur des enfants, surtout des enfants défavorisés. Pour ce qui concerne le centre de Gampela, il est composé entre autres d'un dortoir, d'un atelier d'électricité et d'un atelier de mécanique auto. Et selon la ministre en charge de la solidarité nationale, l'ensemble de ces réalisations a coûté plus de 248 millions de francs CFA. Éducation à présent avec la 3e session du comité de pilotage de la stratégie de scolarisation accélérée Passerelle qui s'est ouverte ce jeudi 25 novembre. 48 heures durant, le comité a fait le point des actions menées depuis la mise en place du secrétariat permanent de la stratégie de scolarisation accélérée en 2019 et défini des perspectives pour l'année scolaire 2021-2022. Reportage avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Pour cette 3e session du comité de pilotage de la stratégie de scolarisation accélérée Passerelle, il est question pour ces acteurs de l'éducation de dresser le bilan des actions menées et dégager de nouvelles perspectives en vue d'améliorer les indicateurs pour l'année scolaire 2021-2022.
Le plan d'expansion de la stratégie de scolarisation accélérée sera également soumis au comité de pilotage pour examen et adoption. Vous savez qu'il s'agit ici d'une offre éducative dénommée stratégie de scolarisation accélérée avec passerelle. Et elle est orientée vers les enfants qui ont l'âge compris entre 9, 14, 15 ans et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à 6 ans comme tous les autres enfants. Alors, comme stratégie, elle se déroule en une année et permet à ces enfants, lorsque les conditions d'apprentissage sont réunies, d'être directement transférés à la classe de CE2 au terme de l'année. Et donc aujourd'hui, comme le représentant de la Fondation Strom le disait déjà, nous avons plus de 40 000 enfants qui ont été touchés par cette offre. Selon le représentant du ministre en charge de l'éducation, de nombreux acquis ont été engrangés depuis l'introduction de l'initiative en 2006. Mais de nombreux défis restent à relever. Ces défis, justement, c'est comment d'abord implanter les centres dans des zones à défis sécuritaires. C'est comment est-ce qu'il faut trouver les intrants pédagogiques pour tout le monde, parce que vous savez, la SCSAP entre par les langues nationales. Et aujourd'hui, il faut arriver à faire de chaque langue nationale un outil d'apprentissage efficace pour les 2 premiers mois avant d'aller vers les apprentissages classiques. Il y a aussi que c'est une activité à caractère communautaire qui demande de la sensibilisation et de la mobilisation. Et nous n'avons pas toujours été sur les mêmes longueurs d'onde, tant et si bien que les défis, on ne pourra pas finir de les dénombrer ici. Je pense que comme il s'agit de l'éducation, qui est vraiment très très sensible, il va falloir davantage harmoniser nos façons de faire, de sorte à se conformer aux exigences du ministère, à la politique du ministère, à la stratégie du ministère en la matière, pour éviter de mettre en péril vraiment la qualité de tout ce que nous faisons. Débutée ce jeudi 25 novembre, cette rencontre statutaire se poursuivra ce vendredi 26 novembre. Il est attendu des participants des orientations pour une stratégie de scolarisation accélérée passerelle plus résiliente en vue d'un réel épanouissement des enfants vulnérables. Une soirée de présentation d'accessoires de mode a été organisée ce samedi 27 novembre à Ouagadougou. Il s'agit là d'une nouvelle collection de la maison Fenel, composée de divers accessoires et avec pour spécificité le pagne Faso d'Anfani du Burkina Faso. Les détails pour vous avec Nourak, Tontorogbo et Saint-Jacques Kouma. Fenel est une maison de création, de production et de promotion d'accessoires de mode. Ces accessoires de la nouvelle collection Inspire sont conçus à partir d'étoffes tissées à la main. Et c'est cette nouvelle collection qui a été présentée ce 27 novembre à un public connaisseur. La nouvelle collection, comme je viens de le dire, c'est de nouvelles matières associées au Faso d'Anfani, notamment le cuir brodé, je vais dire ça comme ça. On a des nuisettes, on a des tuniques en Faso d'Anfani, des nuisettes en Faso d'Anfani. Et vraiment toute une panoplie de ça, comme je dis, déclinée toujours avec le Faso d'Anfani et de la matière première locale. Pour le chargé de la communication et du marketing de la maison Fenel, la nouvelle collection Inspire a décidé de faire la part belle au Faso d'Anfani. Le verbe inspirer, ce qu'on a voulu par cette collection-là, appeler à un nouvel imaginaire. Comme elle a dit tantôt, le cuir brodé. Des nuisettes en Faso d'Anfani. Alors on a voulu partir sur des modèles qui jusque-là n'avaient pas encore été imaginés avec le Faso d'Anfani. Pari réussi pour la maison de création Fenel au regard de la satisfaction et de l'émerveillement suscité chez les participants à cette soirée de présentation de la nouvelle collection. Je suis émerveillé. Émerveillé, pourquoi? Parce que voir aujourd'hui de jeunes talents comme ça se réaliser avec des matières purement burkinabées, ça ne peut que nous réjouir, ça ne peut que nous faire plaisir. Alors j'ai été très émerveillé comme tout le public, comme vous avez remarqué, et j'invite tout le monde à vraiment venir voir cette collection-là au niveau de la maison Fenel, parce qu'il y en a de tous les goûts. Pour les hommes, pour les femmes, il y a même une merveilleuse petite fille qui nous a montré que les enfants aussi peuvent porter Fenel.
La soirée a connu son apothéose avec une exposition vente des produits de la nouvelle collection Inspire. Rappelons également que la maison Fenel a mis en place une boutique en ligne pour faciliter l'écoulement de ses produits. Une boutique virtuelle accessible sur www.maisonfenel.com. Actualité hors de chez nous avant de clore ce journal. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré le 27 novembre dans une vidéo que l'armée allait détruire les rebelles du Tigré avec lesquels son gouvernement est en guerre depuis plus d'un an. L'annonce cette semaine de son départ au front pour mener les opérations militaires a notamment suscité le soutien d'artistes et d'athlètes dont le légendaire marathonien Haïlé Gebrselassie qui a participé samedi à une cérémonie à Addis Abeba, la capitale sur laquelle menacent de marcher les rebelles. Il a défendu les couleurs de son pays sur les pistes d'athlétisme. Haïlé Gebrselassie a annoncé son intention de prendre les armes face à l'avancée des rebelles tigréens. La star éthiopienne met notamment en avant son expérience au sein de forces de police de son pays. Je suis un major, d'ailleurs, je suis major dans la police. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que je tienne une arme, parce que j'en ai déjà une. Plusieurs autres Éthiopiens ont rejoint les rangs des forces de défense, répondant ainsi à l'appel de leur Premier ministre, Abiy Ahmed, annoncé sur le front. Des populations qui s'interrogent aussi sur l'attitude de certains pays occidentaux. Nous, Éthiopiens, avons des relations avec le monde entier, avec les Américains, avec l'Allemagne, avec la France, depuis plus de 100 ans, avec de nombreux autres pays aussi. Maintenant que nous avons des problèmes, comment pouvez-vous simplement dire « quittez le pays dès que possible » Haïlé Gebrselassie est considéré comme le plus grand coureur de fond de tous les temps, après avoir remporté des compétitions majeures sur des distances allant de 1500 mètres au marathon. Et c'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec ce beau proverbe qui dit « Un seul homme peut déclencher une guerre, mais il faut être deux pour faire la paix. » Sur ce, prenez bien soin de vous et à demain pour de nouvelles informations.